Un drone MQ-9 Reaper surgit au-dessus du Sahel, silencieux et rate sa cible de quelques mètres. En moins d'une minute, 3 civils meurent, un président s'en sort vivant et les fragments d'un Hellfire R9X transforment une bavure technique supposée en énigme géopolitique brûlante pour tout le Burkina Faso. Que signifie vraiment cette frappe manquée pour celles et ceux qui regardent Ibrahim Traoré défier l'ordre établi et se demandent comment un attentat raté peut redistribuer les cartes de la souveraineté africaine? Le ciel s'est refermé ce matin-là, mais la brèche politique, médiatique et symbolique reste grande, ouverte et dérangeante. Ce qui s'est joué ce matin-là dépasse largement la trajectoire d'un missile, c'est l'équilibre fragile entre transparence, puissance et souveraineté qui s'est fissuré au grand jour. La promesse implicite de cette enquête, comprendre comment une frappe ciblée peut devenir un révélateur continental, devient la clé pour mesurer l'ampleur du bouleversement auquel le Burkina Faso fait face. Car si l'attaque manquée a déjà déclenché un débat régional, le véritable enjeu repose sur une question beaucoup plus profonde. Jusqu'où une nation africaine peut-elle aller lorsqu'elle décide de confronter des forces extérieures opérant dans l'ombre? Et surtout, que se passe-t-il lorsque cette décision, portée par un État du Sahel, commence à inspirer des voisins longtemps résignés à subir les dynamiques stratégiques imposées de l'extérieur? Voici un détail particulier. Un détail issu des débris du missile pourrait reconfigurer toute la narration autour de l'incident, et il n'a pas encore été expliqué publiquement. Les premières images récupérées après l'attaque révèlent un élément inattendu. Le Hellfire R9X ne s'est pas seulement écarté de 3 mètres, il a suivi une trajectoire anormale dans les dernières 0,8 secondes, signe d'un guidage contesté. Et un second détail, passé sous silence dans les premières heures, montre qu'un second vecteur aérien suivait le convoi à une distance constante de 21 km. À partir de là, la ligne du temps change complètement. Le matin où Ibrahim Traoré échappe de peu à la mort n'est plus simplement un épisode militaire ambigu, c'est le point d'entrée dans une chaîne causale où se mêlent autonomie stratégique, lecture contradictoire des acteurs extérieurs et recomposition progressive du rapport de force au Sahel. Les premières communications officielles parlent d'un incident isolé, mais les analyses régionales, elles, mettent en avant un glissement plus large. La région bascule d'une ère d'intervention à une ère de contestation ouverte des anciennes structures d'influence. Dans les heures suivant la frappe, le Burkina Faso entame un travail minutieux sur les fragments du missile, les relevés radars et les traces électromagnétiques laissées par le drone. Ce n'est pas seulement un acte technique, c'est un signal envoyé à ceux qui pensaient que l'événement s'éteindrait dans le flou habituel des opérations extérieures. La demande de transparence publique provoque immédiatement un effet domino. Les armées voisines, déjà échaudées par des années d'opérations internationales mal coordonnées, commencent à réévaluer leurs propres protocoles d'autorisation aérienne. Au même moment, le silence occidental crée un vide interprétatif que les observateurs africains remplissent vite. Si une frappe de précision peut transpercer l'espace aérien d'un État souverain sans justification claire, qu'est-ce que cela dit des dynamiques géopolitiques que traverse le Sahel? Ce questionnement se propage dans les analyses, les médias régionaux, puis dans les cercles diplomatiques. Ainsi, la tentative d'éliminer un homme se transforme en pivot narratif. Elle ouvre un espace où se dévoile une Afrique, prête à examiner, pièce par pièce, les mécanismes qui ont longtemps défini ou limité sa marge d'action. Dans ce nouvel espace de tension, 2 scènes brèves permettent de comprendre comment l'affaire dépasse le simple terrain militaire. D'abord, au sein de l'équipe rapprochée, un officier chargé de la coordination aérienne décrit le moment où l'alerte est tombée, non pas une panique, mais un basculement immédiat vers la collecte et la sécurisation des données, comme si chacun savait que la réponse du Burkina Faso serait observée à l'échelle régionale. Cette attitude, calme mais méthodique, agit comme un premier repère narratif. La crise n'a pas déclenché de repli, elle a enclenché un recentrage stratégique. Ensuite, un second témoignage, issu d'un analyste civil, montre comment la population a interprété l'événement. Pour beaucoup, la frappe manquée confirme une réalité déjà pressentie. Lorsque les drones armés opèrent sans autorisation, c'est la souveraineté nationale entière qui vacille.
La diffusion rapide des images et des résidus du missile crée un effet miroir, révélant un public qui ne veut plus seulement savoir qui a tiré, mais pourquoi et dans quel cadre. Ces deux microcas soulignent un même point. Dès les premières heures, la réponse s'est construite autour de la maîtrise de l'information et de la volonté de reprendre la main sur la narration. Le positionnement d'Ibrahim Traoré dans les déclarations officielles, sobres mais fermes, renforce cette dynamique. Il ne s'agit pas d'un geste isolé, mais d'une manière d'assumer que la bataille pour la souveraineté commence souvent par la clarification des faits. Au bout du compte, l'impact précoce de l'attaque ne se mesure pas seulement au débris du missile, mais à l'émergence d'un réflexe collectif. Protéger les données, protéger le récit, protéger la légitimité. Un enchaînement simple, mais décisif. L'attaque commence dans un silence vertigineux. Le drone MQ-9 Reaper entre dans l'espace aérien sans autorisation, maintient une altitude stable, puis active sa séquence finale. Le Hellfire Air9X est libéré quelques secondes plus tard, tranchant l'air avec une trajectoire qui, selon les relevés locaux, dévie légèrement avant d'impact. Ibrahim Traoré se trouve alors dans un convoi en mouvement lent, une configuration normalement peu compatible avec un tir de précision non annoncé. 3 civils meurent instantanément lorsque le missile frappe un véhicule sans importance stratégique. La confusion, d'abord locale, se propage immédiatement parmi les unités de surveillance du Burkina Faso, qui tentent d'identifier l'origine exacte de la frappe. Chaque seconde compte, car la présence d'un drone armé non signalé implique un risque d'engagement additionnel. Les protocoles de protection présidentielle passent en mode renforcé, mais aucun tir de riposte n'est déclenché. Le mot d'ordre est de comprendre avant d'agir. Les premières contradictions émergent en moins de 20 minutes. Les signaux radars montrent une signature aérienne correspondant à un vecteur unique, mais les données électromagnétiques suggèrent une interaction non expliquée. Les équipes techniques récupèrent des fragments du Air9X dont l'angle de pénétration ne correspond pas aux hypothèses initiales. Au niveau politique, un silence extérieur inhabituel prolonge la zone d'ombre. Aucune puissance ne revendique ni ne commente la frappe. Ibrahim Traoré reçoit les premières analyses consolidées et choisit une ligne d'action surprenante: tout rendre public. Cette décision inverse la dynamique habituelle des incidents de ce type, car elle retire au narratif extérieur l'avantage de l'opacité. Les chaînes locales diffusent les images des débris, et les populations du Sahel réagissent rapidement à ce qu'elles interprètent comme un dépassement grave des limites légitimes d'intervention. Les chancelleries africaines demandent des clarifications, tandis que diverses forces occidentales adoptent une posture d'attente prudente. Le pic de tension ne vient pas de la frappe elle-même, mais de la collision entre deux visions de la souveraineté, celle imposée depuis l'extérieur et celle revendiquée depuis le continent. Les heures suivantes structurent un basculement durable. Les données scientifiques rassemblées par les équipes burkinabées circulent entre plusieurs capitales africaines. Le Mali et le Niger se manifestent rapidement, rappelant leurs propres épisodes d'incursions aériennes et leurs frustrations accumulées. Une convergence politique se forme. Si une frappe de précision peut viser un chef d'État sans mandat clair, alors chaque nation du Sahel est potentiellement exposée. Les médias africains amplifient l'affaire, créant une pression régionale inédite. Ibrahim Traoré, dans ce contexte tendu, refuse l'escalade militaire et privilégie une réponse méthodique, fondée sur la preuve. Cette maîtrise suscite un soutien populaire qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Le débat se déplace alors vers un terrain beaucoup plus vaste. Comment redéfinir la gestion du ciel africain ? Les discussions explorant la création d'un réseau continental d'alerte, la mutualisation des données radars et l'établissement d'un cadre commun de surveillance. Le séisme initial, un missile manqué, laisse place à un aftershock politique, l'affirmation croissante d'une souveraineté africaine assumée. Et la question suspendue, celle qui ouvre le prochain arc narratif, devient incontournable. Qui contrôlera réellement les airs du Sahel dans les mois à venir ? La compréhension technique de l'attaque change dès que les premières mesures chiffrées sont stabilisées. La baseline montre que le drone évoluait à une altitude moyenne de 4900 mètres, une hauteur trop élevée pour justifier un tir chirurgical sans coordination locale. Cette altitude inhabituelle indique une volonté de limiter la détection précoce par les radars burkinabés. La delta apparaît
lorsque les équipes comparent cette donnée à la trajectoire finale du Hellfire R9X, beaucoup plus basse, révélant un décroché rapide incompatible avec un scénario d'erreur de navigation. Une seconde mesure vient renforcer l'écart entre version officielle étrangère et analyse africaine. Le missile aurait modifié son angle d'approche de 17 degrés dans les derniers instants, un changement brusque difficile à expliquer par les simples perturbations atmosphériques. Cette variation soudaine suggère une correction de trajectoire tardive opérée par le système de guidage. La discussion se déplace alors vers un nouveau terrain. Si l'angle a été modifié intentionnellement, pourquoi le point d'impact s'est-il retrouvé sur un camion civil sans valeur stratégique ? Une troisième donnée, confirmée après le relevé électromagnétique du site, signale une présence seconde. Un écho lointain émis à 21 km du point d'impact dessine la possibilité d'un vecteur auxiliaire. Cette distance stable dans le temps renvoie à un appareil évoluant en soutien d'observation plutôt qu'à un drone isolé. Les analystes notent que ce type de configuration ne correspond pas aux opérations antiterroristes classiques menées dans la région ces dernières années. Ces trois chiffres, mis ensemble, ne suffisent pas à nommer un responsable, mais suffisent largement à invalider la thèse d'une bavure technique. Ils replacent surtout la tentative d'élimination dans un cadre plus large, celui des opérations extérieures menées dans des zones où les États africains ne maîtrisent pas entièrement leurs cieux. Pour le Burkina Faso, la première conséquence est claire. La gestion de l'espace aérien devient une question de sécurité nationale urgente. La réponse politique suit toutefois une voie inattendue. Ibrahim Traoré refuse de se laisser enfermer dans une lecture strictement militaire de l'incident et insiste sur la publication intégrale des données. Cette transparence, rare dans la région, transforme les relevés techniques en leviers diplomatiques. Les États voisins, habitués à voir les opérations extérieures s'imposer comme un fait accompli, découvrent dans cette attitude une méthode différente. Utiliser les preuves pour reprendre la main sur le récit. Les faits se propagent rapidement. Les capitales du Sahel demandent à comparer leurs bases de données radar avec les éléments fournis par Ouagadougou. Les analyses convergent et renforcent l'idée que la frappe n'a pas seulement visé une personne, mais testé la réactivité d'un État en transition vers plus d'autonomie stratégique. L'affaire cesse d'être strictement burkinabé. Elle devient un dossier continental. Dans cette dynamique, un glissement important se produit. La souveraineté n'est plus discutée sur un mode théorique, elle se matérialise dans un tableau de valeurs mesurables. Altitude, angle, distance, signatures électromagnétiques. Les chiffres, longtemps dominés par les forces extérieures, deviennent des arguments africains. Cette bascule ouvre la prochaine étape. Comment transformer ces données, désormais maîtrisées, en capacité commune de défense aérienne? Deux lectures majeures émergent dès les premiers jours suivant l'attaque, chacune portée par des experts et des observateurs régionaux. La première soutient que la frappe contre le convoi présidentiel relève d'une opération ciblée mal exécutée. Selon cette vision, le drone MQ-9 aurait agi dans un cadre élargi de lutte contre le terrorisme et la présence d'Ibrahim Traoré dans la zone aurait créé une confusion qui aurait conduit au tir. Les partisans de cette thèse invoquent l'historique des opérations menées dans le Sahel, souvent marquées par des zones grises opérationnelles où les mandats, parfois flous, se superposent. Leur argument central repose sur l'idée qu'un appareil opérant en haute altitude, engagé dans une mission urgente, peut produire une erreur de ciblage lorsque les communications locales sont insuffisantes. La seconde lecture va dans une direction opposée. Pour d'autres analystes africains, l'usage d'un Hellfire R9X, une arme de précision rare conçue pour des éliminations ciblées sans explosion, ne correspond pas à une mission antiterroriste classique. Le choix d'une telle munition indique une volonté de limiter les dommages collatéraux tout en atteignant une cible de haute importance. La trajectoire modifiée, les données radar et le silence des puissances extérieures renforcent cette hypothèse. Dans cette perspective, la frappe n'est pas accidentelle. Elle s'inscrit dans un jeu d'influence où l'élimination d'un dirigeant perçu comme trop indépendant pourrait servir de signal aux autres nations du Sahel. La réponse se construit en examinant les éléments publics fournis par le Burkina Faso. Les fragments du missile, l'analyse de l'altitude du drone
et l'écho électromagnétique secondaire ne valident pas définitivement la seconde hypothèse, mais affaiblissent fortement la première. Si une erreur avait été commise, une communication rapide des forces impliquées aurait permis d'éviter la crise diplomatique. Or, aucun acteur n'a pris la parole, et le mutisme persistant reste incompatible avec la logique opérationnelle antiterroriste habituelle. Ainsi, le Stillman ne désigne pas un coupable, mais met en lumière un fait solide. Les données techniques contredisent la version la plus rassurante et renforcent la nécessité d'une transparence renforcée dans la gestion des opérations extérieures au Sahel. Une bascule nette apparaît. Le moment où les données consolidées sont présentées au cercle restreint du pouvoir burkinabé marque un tournant. La frappe cesse d'être un incident militaire pour devenir un révélateur politique d'une ampleur inattendue. Les analystes comprennent alors que la combinaison altitude-angle-présence secondaire forme un schéma cohérent, incompatible avec la thèse d'une mission antiterroriste isolée. Ce qui surgit à mi-parcours, c'est la portée continentale du geste d'Ibrahim Traoré. En publiant les preuves, il transforme une attaque ciblée en levier stratégique pour redéfinir la souveraineté africaine. La dynamique change immédiatement, car la lutte ne concerne plus un seul État, mais un espace entier dépendant de la maîtrise de son ciel. Les capitales voisines réclament l'accès aux données, cherchant à comparer leurs propres relevés avec celles du Burkina Faso. Cette démarche révèle une inquiétude partagée. Si un drone peut opérer ainsi sans autorisation, alors aucune nation du Sahel n'est véritablement protégée. La révélation médiane ne porte donc pas sur un nouveau chiffre, mais sur un changement d'échelle. Un incident ciblé devient un miroir politique, et un homme visé devient un vecteur de recomposition stratégique. Les conséquences de la frappe manquée se déclinent en 4 dynamiques distinctes, chacune révélant une facette du basculement enclenché au Sahel. Au Burkina Faso, l'effet immédiat apparaît dans l'organisation étatique. Les services de sécurité renforcent leurs protocoles d'alerte, établissent de nouveaux corridors aériens surveillés et revoient la chaîne de validation des survols étrangers. Les populations, marquées par la mort de 3 civils, interprètent l'attaque comme un signal brutal. Le pays doit sécuriser son espace aérien sans dépendre d'acteurs extérieurs. Ibrahim Traoré s'appuie sur ce mouvement pour légitimer des mesures structurantes qui dépassent la seule gestion de crise et évoluent vers une politique pérenne de souveraineté. Le débat public se transforme alors en moteur d'unité interne, et les segments militaires comme civils convergent vers un même objectif, réduire les angles morts stratégiques qui ont rendu l'attaque possible. Au niveau régional, l'incident fonctionne comme un rappel brutal de vulnérabilité partagée. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel voient dans la frappe une illustration d'un problème commun, l'incapacité à contrôler totalement leurs cieux. Les données publiées par le Burkina Faso deviennent une base de travail régionale et les armées voisines identifient des similitudes entre leur propre relevé radar et l'épisode burkinabé. Les discussions s'accélèrent autour d'un réseau conjoint de veille aérienne, préfigurant une forme de bouclier sahélien inédit. Cette dynamique est renforcée par le soutien politique ouvert envers Ibrahim Traoré, dont la posture de transparence fait écho à des demandes régionales de longue date. Sur l'ensemble du continent, l'affaire acquiert une portée symbolique. Plusieurs gouvernements africains dénoncent implicitement les opérations extérieures non déclarées et expriment leur soutien au Burkina Faso. L'Union africaine relaie la nécessité d'enquêtes indépendantes et de clarification sur les règles d'engagement aérien dans les zones sensibles. Les opinions publiques africaines interprètent la réaction burkinabé comme une affirmation rare de souveraineté assumée, ce qui renforce la position d'Ibrahim Traoré comme figure émergente d'un courant politique panafricain. Ce glissement nourrit un imaginaire collectif où l'unité africaine devient non plus un slogan, mais une réponse pragmatique aux menaces contemporaines. Dans les chancelleries occidentales, l'incident crée un malaise discret. Le silence prolongé révèle l'embarras face à une opération dont les paramètres techniques ne cadrent pas avec les déclarations officielles habituelles. Les médias européens et américains adoptent des approches prudentes, minimisant l'incident ou l'encadrant dans des narrations floues. Cette prudence, perçue comme de la retenue stratégique, renforce pourtant la méfiance africaine. Des puissances non occidentales observent l'affaire avec plus d'intérêt, voyant
dans la posture de Ouagadougou, une opportunité de recalibrer leur propre partenariat sur le continent. L'ensemble redéfinit la position du Burkina Faso sur la scène internationale, où un pays autrefois perçu comme périphérique devient désormais un acteur central dans les discussions sur la souveraineté. Dans ces 4 niveaux d'impact, un fil rouge se maintient. La frappe manquée n'est plus un incident technique, mais une reconfiguration progressive du rapport de force autour du Sahel. Le Burkina Faso consolide progressivement ses dispositifs de surveillance aérienne. Les échanges techniques avec le Mali et le Niger aboutissent à un protocole commun minimal, centré sur le partage de relevés radars et l'identification coordonnée des vecteurs non déclarés. La posture diplomatique reste ferme mais mesurée, et les partenaires extérieurs adoptent un ton plus prudent dans leurs opérations régionales. La population, toujours marquée par la mort des 3 civils, soutient les politiques de souveraineté, et la dynamique interne reste stable. Dans ce scénario, l'affaire conserve sa dimension symbolique tout en permettant au pays d'avancer sans escalade majeure. Le réseau de coopération initié après la frappe connaît une expansion rapide. Plusieurs États africains rejoignent les discussions autour d'un bouclier continental intégrant données radars, protocoles d'alerte et méthodes d'analyse communes. La transparence affichée par Ouagadougou devient un modèle et l'Union africaine encourage la création d'un cadre réglementaire continental sur les opérations aériennes étrangères. Les opinions publiques africaines se mobilisent en faveur d'un contrôle renforcé du ciel et d'une réduction de la dépendance militaire vis-à-vis des puissances extérieures. Le Burkina Faso se retrouve alors au centre d'une dynamique politique nouvelle, où l'expérience de l'attaque devient un levier d'unité régionale élargie. L'absence de réponse claire des puissances extérieures continue d'alimenter les suspicions. Les incursions aériennes non autorisées persistent sporadiquement dans certaines zones du Sahel, ravivant les tensions diplomatiques. Les États africains peinent à s'entendre sur un cadre commun et les divergences stratégiques réapparaissent. Au Burkina Faso, la pression sociale augmente, car une partie de la population estime que les mesures prises ne suffisent pas à sécuriser pleinement le territoire. L'incident initial se dilue dans une série d'autres signaux inquiétants et l'espace politique se tend. Ce scénario ouvre la porte à des frictions diplomatiques durables si aucun mécanisme régional solide n'est mis en œuvre. Voici un repère de compréhension qui relie ces trajectoires. Les 3 trajectoires reposent sur un même point d'appui, la gestion collective ou fragmentée du ciel africain. La capacité à produire, comparer et mutualiser les données techniques déterminera l'évolution du Sahel dans les mois à venir. Une approche prudente s'impose donc, analyser chaque mouvement aérien contesté non comme un événement isolé, mais comme une pièce d'un ensemble plus large influençant directement la stabilité future. Les conséquences de la frappe résonnent désormais bien au-delà des cercles politiques et militaires. Pour une première partie du public, groupe A, composé de citoyens directement impactés par les tensions régionales, l'attaque rappelle la fragilité de la sécurité quotidienne. Beaucoup ne connaissent pas les détails techniques d'un Hellfire Air9X, mais comprennent qu'un drone étranger opérant sans autorisation signifie qu'un espace national peut être violé sans avertissement. Leur attente principale se concentre sur une idée simple, savoir si les nouvelles mesures annoncées suffiront à protéger les familles, les convois civils et les zones urbaines sensibles. Une seconde catégorie, groupe B, plus attentive aux dynamiques continentales, voit l'incident comme une chance rare de renforcer l'unité africaine. Ces citoyens suivent les annonces régionales, comparent les réactions diplomatiques et observent la manière dont les pays du Sahel tentent de construire un front commun. Ils perçoivent la transparence comme un outil de reconstruction politique et accordent une importance particulière à la cohérence entre les déclarations officielles et les initiatives concrètes. Leur question centrale concerne la durabilité. Cette coopération née d'une crise pourra-t-elle se transformer en architecture stable et durable ? Une troisième composante, groupe C, composé de jeunes actifs, étudiants, analystes indépendants et observateurs de la scène internationale, adopte une perspective plus élargie. Ces publics, souvent connectés aux débats mondiaux, interprétant l'affaire comme un moment charnière où l'Afrique peut affirmer une nouvelle manière de négocier avec les puissances extérieures. Ils attendent des actions mesurables. Cadre réglementaire, outils communs de veille, plateforme de données partagées.
Pour eux, la souveraineté n'est pas un slogan, mais un ensemble de mécanismes concrets permettant de réduire les angles morts décisionnels. Ces 3 angles montrent que, au-delà du choc initial, l'attaque devient un test révélateur. Comment un pays gère l'incertitude, comment une région transforme une crise en coordination, et comment un continent redéfinit son rapport aux puissances mondiales. La sortie de crise ne dépend plus uniquement de la compréhension technique de la frappe, mais de la capacité à transformer l'affaire en architecture durable de sécurité. Une première étape consiste à institutionnaliser la transparence adoptée par le Burkina Faso. Ibrahim Traoré l'a déjà initiée en publiant les données de l'attaque, mais elle doit maintenant devenir un processus systématique, archivage structuré, partage contrôlé et communication publique maîtrisée. Cette phase crée une base de confiance interne et régionale indispensable à toute coopération future. Une seconde étape repose sur la construction d'outils conjoints de détection. Les armées du Sahel disposent de capacités dispersées qu'il faut harmoniser. Radars, capteurs électromagnétiques, plateformes de données. La mutualisation de ces ressources permettrait d'identifier plus rapidement tout vecteur aérien non autorisé, réduisant les zones d'ombre qui ont permis la frappe manquée. Une troisième étape concerne la normalisation des règles de survol. Les États doivent établir un protocole unique définissant les conditions d'autorisation, de refus ou de suspension d'accès au ciel africain. Ce cadre empêcherait la reproduction d'opérations extérieures non déclarées et clarifierait les responsabilités entre acteurs régionaux. Une quatrième étape vise à renforcer la résilience politique. La crise a montré que le silence extérieur crée un vide dangereux. Les gouvernements africains doivent développer des mécanismes d'alerte diplomatique et des canaux de communication capables de répondre rapidement aux violations aériennes afin d'éviter que l'incertitude ne déstabilise les sociétés. Une cinquième étape peut enfin consolider l'ensemble, la création d'un centre de veille continental chargé d'analyser les données, de coordonner les réponses et d'alimenter les décisions stratégiques. Ce type d'infrastructure place les États africains au centre de la gestion de leur espace aérien plutôt que dans une position réactive face aux puissances extérieures. Lorsqu'elles sont articulées ensemble, ces étapes forment une trajectoire cohérente, transformer un incident isolé en socle d'autonomie stratégique durable. Le récit revient naturellement vers les 2 scènes fondatrices évoquées plus tôt. L'officier qui, dans le tumulte de l'alerte initiale, avait choisi la rigueur plutôt que la panique, et l'analyste civil qui voyait déjà, dans les fragments du missile, le signe d'un basculement plus profond. Ces 2 regards, l'un tourné vers la précision opérationnelle, l'autre vers la compréhension collective, reflètent aujourd'hui la trajectoire qui s'est imposée au Burkina Faso. Dans cette continuité, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'ancrage, calme, méthodique et déterminé à transformer une attaque ciblée en affirmation stratégique. Le pays, autrefois spectateur des dynamiques extérieures, s'est découvert capable de reprendre la main sur son propre récit en faisant de la vérité un levier plutôt qu'une faiblesse. Cette évolution résonne dans les rues, dans les casernes, dans les analyses régionales. Chaque acteur, qu'il soit citoyen, militaire ou observateur continental, retrouve dans cette crise un appel à dépasser la résignation. La souveraineté cesse d'être une abstraction pour redevenir un projet concret, nourri par la clarté des faits et la volonté politique. Et à présent, une phrase s'impose, simple mais ferme. La vérité peut changer un continent. L'histoire de cette frappe manquée laisse désormais un espace ouvert, un terrain où chacun peut réfléchir à la manière dont un pays, puis une région, choisissent d'assumer leur souveraineté face aux forces extérieures. Le Burkina Faso, en adoptant une démarche de transparence, a montré qu'il existe d'autres façons d'aborder une crise, même lorsqu'elle touche au cœur de la sécurité nationale. Les débats qui ont émergé à travers le Sahel rappellent que la souveraineté ne se décrète pas seulement dans les textes, mais se construit par l'analyse, la coopération et la capacité à affirmer une position sans céder à la peur. Les citoyens, les décideurs et les observateurs peuvent y voir une invitation à s'engager davantage, suivre les évolutions, comprendre les choix politiques et encourager les solutions collectives. Le moment présent ouvre donc une question essentielle.
Comment renforcer, chacun à son niveau, cette dynamique qui vise à rendre le continent plus maître de ses décisions? Les échanges, les discussions et les réflexions partagées deviennent les premiers outils de cette démarche. Alors, en tant que spectateur actif, quelle serait votre place dans cette conversation ?